Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment mener une vie professionnelle riche et chargée de sens. C'est fait pour qui? Si vous en avez marre de votre travail, si votre vie professionnelle se résume juste à ramener le steak à la maison pour gagner votre vie, si vous avez un boulot alimentaire, si vous vous demandez à quoi sert votre job, si vous vous posez des questions sur votre raison d'être professionnelle, bref, si certains matins vous vous levez en disant « merde, encore une journée pour aller bosser », alors cette vidéo est pour vous. Pourquoi? Parce que cette vidéo vous explique comment transformer votre vie professionnelle en un projet chargé de sens, c'est-à-dire chargé d'esprit. Voilà, c'est ça le lien entre la spiritualité et la vie active. Le lien entre la vie contemplative et la vie active peut se faire à l'occasion de la vie professionnelle. Donc, à travers cette vidéo, vous allez comprendre comment dépasser un job alimentaire, comment vous pouvez aller vers un travail créatif et épanouissant. Vous allez comprendre comment gagner votre indépendance financière pour ne plus être obligé à travailler pour les autres et à vous aliéner dans les entreprises qui vous transformeront un jour ou l'autre en épicier ou en valet de chambre, quel que soit votre métier. Ça se passe toujours comme ça. Alors, en introduction, cette vidéo est la 3e de notre playlist qui s'appelle Spiritualité, vie pratique. La première vidéo de cette playlist vous apprend à gérer la peur. La 2e vidéo parle d'un modèle puissant pour comprendre le monde social et les profils psychologiques des gens qui vous entourent. Ça s'appelle la dynamique spirale ou Spiral Dynamics. Bon, regardez cette 2e vidéo, c'est très sympa. Et pourquoi? Ça veut dire que pour enrichir votre vie professionnelle, dont on va parler dans cette vidéo, il faut au préalable savoir gérer vos peurs et vos angoisses, d'un côté, et ensuite avoir un minimum de culture sur le fonctionnement des sociétés humaines. Ça, c'est la 2e vidéo. Spiral Dynamics, c'était ça. Donc, si vous n'avez pas vu ces 2 vidéos sur la peur et sur la dynamique spirale, allez-y, jetez un coup d'œil avant de regarder cette vidéo. Alors, comment concilier la vie active et la vie contemplative? Comment mettre de la spiritualité dans le travail de tous les jours? D'abord, il faut comprendre avant tout ce qu'est un salaire. Parce que la plupart des gens qui regardent ces vidéos sont des salariés. La plupart des gens actifs sont des salariés. Alors, qu'est-ce qu'un salaire? Je peux vous assurer que la grande majorité des salariés n'ont aucune idée de ce que veut dire réellement un salaire. En dehors d'une fiche de paye, bien sûr, et du pognon qui tombe tous les mois sur leur compte bancaire, ils ne savent pas trop ce que c'est qu'un salaire. Alors, c'est quoi un salaire? Il y a quelque temps, il y a eu une émission sur le travail, le salaire et le profit sur Arte. Il y a 6 épisodes au niveau de cette émission. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. Je vous conseille vraiment de regarder cette émission. Elle est vraiment, vraiment géniale. Et dans cette émission, il y avait un monsieur remarquable qui s'appelle Alain Supiot, qui est juriste au Collège de France, Alain Supiot. Et il disait la chose suivante. Il disait que, en fait, il y a 3 types de rémunération. Il y a les honoraires, les traitements et les salaires. Alors, d'abord, les honoraires. Les honoraires, c'est quoi? C'est quand vous honorez quelqu'un qui vous a rendu un service qui n'a pas de prix. Par exemple, un médecin qui vous sauve la vie ou un avocat qui vous évite d'aller en tôle, vous allez lui donner des honoraires pour l'honorer. Il vous a rendu un service qui n'a pas vraiment de prix. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les traitements. Si vous regardez votre déclaration d'impôt, dans la case de déclaration de vos revenus, il y a marqué traitement et salaire. C'est quoi la différence entre traitement et salaire? Eh bien, un traitement est réservé à des gens qui rendent service au public, dont le travail contient une certaine noblesse et un certain désintéressement. Par exemple, les infirmiers en hôpital public, ou les cheminots, ou les profs, etc. Ce sont des gens qui rendent un service public et qui, en contrepartie, s'attendent à être traités avec reconnaissance. Ils s'attendent à être traités d'une certaine manière. Donc, on ne leur donne pas un salaire, mais un traitement qui consiste, entre autres, à reconnaître la noblesse de leurs actions désintéressées, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que quand les gens des services publics font grève, c'est pour qu'on reconnaisse la légitimité de leur traitement. Par exemple, départ à la retraite plus tôt que les autres, le travail à vie, les avantages sociaux, etc. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est théorique. Les gens du monde syndical et des services publics ne sont pas forcément des Mère Teresa et des Abbé Pierre. Il y a plein de filous là-dedans, comme partout. Mais, quand même, structurellement, ce sont des gens qui sont objets de traitement et non de salaire. Si bien que quand ils font grève, par exemple, leurs ennemis, pour les emmerder, vont les assimiler à de simples salariés
Et du coup, leur traitement devient des privilèges par rapport à un salarié. Vous voyez? Et les gens disent quoi? Ils disent oui, ces enfoirés ils partent à la retraite à 50 ans et en plus ils la ramènent et tout ça. Vous voyez la subtilité de la chose? Vous voyez la puissance des symboles dans la vie de tous les jours. Hein. Voilà. Donc voilà pour les traitements. Et je vous raconte tout ça hein, sur les honoraires et les traitements pour vraiment comprendre ce que c'est que le salaire. Alors maintenant le salaire. Vous voyez, un salarié n'a pas de traitement. Donc il a pas de traitement de faveur entre guillemets. Il touche juste un salaire. Donc déjà vous voyez que il y a une hiérarchie de noblesse dans le monde du travail. En haut, il y a les honoraires. Au milieu, il y a les traitements. Et tout en bas de l'échelle, il y a les salaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le statut de salarié consiste à vendre son temps, ses compétences et sa liberté contre un statut n'ayant en fait aucune noblesse ou aucun privilège, si ce n'est le salaire et les assurances sociales dont on bénéficie en contrepartie. Vous voyez, c'est extrêmement profond ce qu'on vient de mentionner ici. Hein. Comprenez déjà qu'il y a un truc qui cloche dans le concept même du travail salarié. Il manque une case. C'est la case de la noblesse du travail, c'est-à-dire du sens du travail. Le seul sens d'un travailleur salarié, c'est qu'il est une ressource humaine, une main-d'œuvre, comme on dit. Tout comme un ordinateur, par exemple, qui est une ressource matérielle. Un ordinateur, on en fait ce qu'on veut. Si on n'est pas content, on le jette. Pareil pour un salarié. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Un salarié est une ressource, un être subordonné, on dit. C'est-à-dire que, en fait, un salarié est assujetti à une entreprise. Et en contrepartie de sa subordination, il touche un salaire. D'ailleurs, un salarié qui perd son job et va au Pôle emploi, il ne touche pas de chômage s'il n'est pas assujetti à quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous travaillez dans une PME et que vous êtes en même temps associé ou actionnaire de cette PME, le Pôle emploi peut refuser vos assurances chômage. Pourquoi? Parce que si vous avez des actions dans votre boîte, quelque part, vous n'êtes pas totalement assujetti au patron de la boîte. Alors tout ça c'est bien gentil, pourquoi on raconte tout ça? Je vous rappelle le sujet de cette vidéo, c'est comment marier la vie spirituelle et la vie professionnelle. Pour des gens spirituels, c'est-à-dire des gens en quête de sens, qu'est-ce qui se passe quand ils sont salariés? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, pour des gens qui sont en quête de sens, c'est-à-dire les gens qui ont une constitution spirituelle dans leur tête, en gros les gens qui regardent cette chaîne, après quelques années de vie salariale, ces gens-là se retrouvent devant un mur. Leur travail n'a aucun sens, si ce n'est gagner leur vie et accessoirement faire prospérer les propriétaires de l'entreprise. Attention, je parle ici des gens spirituels et je parle du monde de l'entreprise. Je ne parle pas encore du service public ou ce genre de profession. Donc je parle du monde des entreprises parce que la majorité des gens travaillent dans les entreprises, mais je vais venir à d'autres métiers. Donc, pour les gens spirituels qui sont dans cette catégorie-là, ce problème-là se posera un jour. Et là, je ne parle pas d'une personne quelconque, une personne lambda ne se pose pas ce genre de questions. Une personne non spirituelle continue à bosser pour arriver à la retraite et mourir tranquillement en ayant enfin remboursé sa maison avec un barbecue en dur dans le jardin. Vous voyez ce genre de schéma. Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens spirituels en quête de sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de région, ou alors ils changent de couple, ou alors ils s'investissent dans leur vie extra-professionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont chercher du sens ailleurs que dans la vie professionnelle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le travail, c'est quand même une partie très importante de la vie, et que même si on trouve du sens dans la vie extra-professionnelle, la vie au travail occupe quand même la majorité du temps disponible et la majorité de l'énergie productive qu'on a, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que certains d'entre eux franchissent le pas, quittent le travail salarié et se mettent à leur compte en devenant entrepreneurs individuels, freelance ou artisans. Vous voyez? Donc ils deviennent indépendants avec un statut de travailleur non salarié. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'ailleurs on appelle ces gens-là des indépendants? Eh bien, tout simplement parce que ils n'ont plus de patron, ils ne sont plus assujettis comme un salarié normal. Ils gagnent leur liberté, mais en fait, ils gagnent soi-disant leur liberté. C'est pas vrai, parce que, en fait, cette liberté-là est un leurre. Pourquoi? Parce que un travailleur non salarié avec un statut d'indépendant, il est tout sauf indépendant. Pourquoi? Parce que ces gens-là, vous allez voir qu'ils vont se répartir en deux grandes catégories.
La première catégorie des travailleurs indépendants, et là c'est une minorité, je dirais moins de 5%, hein, comme ça au pif, moins de 5% des indépendants, ce sont des gens très compétents, des experts et des spécialistes reconnus dans un domaine, par exemple un informaticien reconnu, un communicant reconnu, etc. Et ils ont leur propre réseau de clients qui les connaissent et les reconnaissent. Vous voyez, ces gens-là, ils trouvent du boulot, ils trouvent des missions, pas de souci de ce côté-là. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils facturent leur temps de travail, en fait. Donc, bien qu'ils soient indépendants par rapport à un patron, ils sont financièrement dépendants du temps qu'ils facturent. Et puisque le temps facturé n'est pas infini, ils vont finir par tourner en bourrique pendant des années à travailler comme des malades pour garder un taux d'activité qui leur permet de maintenir leur niveau de vie. Donc, en fait, quelque part, ils sont baisés puisqu'ils sont obligés de s'abrutir pour augmenter leur taux d'activité, c'est-à-dire travailler et chercher en même temps un prochain travail alors qu'ils sont déjà sur une mission. Vous voyez? Donc, leur job devient ultra envahissant et assèche en fait leur vie spirituelle parce qu'ils deviennent à la fois productifs et à la fois commerciaux en même temps. Ensuite, il y a une deuxième catégorie des indépendants, et ça c'est la grande majorité, je dirais 95% des indépendants. Et cette grande majorité, c'est quoi? Ce sont des salariés déguisés en fait, qui ont tout juste perdu les avantages sociaux du salariat, vous voyez? Et ça c'est l'enfer pour un être spirituel. Pourquoi? Parce que, à moins d'être un ermite ou un moine, on ne peut pas faire de la spiritualité le cul à l'air, c'est pas possible. Personne ne devient spirituel à force de précarité et de pauvreté, ça c'est pas vrai. On a tous besoin d'argent, on est de la viande, on a un corps, il faut s'en occuper. Donc, je résume tout ça. Donc, vous voyez, là je viens de parler des travailleurs non salariés, des travailleurs indépendants. Un travailleur non salarié indépendant, c'est-à-dire en entreprise individuelle, soit c'est un expert reconnu qui a son réseau de clients, et à ce moment-là, il tombe dans le piège du temps facturé, c'est-à-dire que son revenu dépend du nombre d'heures qu'il travaille, exactement comme un salarié, soit alors c'est quelqu'un de plus ou moins compétent et surtout quelqu'un qui n'a pas vraiment de réseau professionnel, qui n'a pas de clients actifs, et à ce moment-là, il devient un salarié à temps partiel et sans assurance chômage. En fait, quel est le sens de la vie professionnelle de ces indépendants, de ces travailleurs non salariés? Eh bien, aucun. C'est pareil que le salariat, parfois en mieux parce qu'on gagne un peu plus, bien sûr sans avoir un patron au-dessus, ou alors en pire, parce qu'on gagne carrément moins, avec moins d'avantages sociaux. Donc, si je résume, si vous voulez marier spiritualité et vie professionnelle, la solution n'est pas dans le travail indépendant. Contrairement à la propagande actuelle sur les auto-entrepreneurs, les freelances, la révolution du travail, le coworking, le freelance, enfin toutes ces conneries-là, ça c'est de la mandoline pour le compte de la grande armée de réserve dont on a besoin pour alimenter le système productif. Parce que c'est comme ça qu'on réduit les coûts directs du travail, c'est en constituant une armée de réserve de travailleurs en fait. Donc vous voyez, la solution c'est pas de devenir travailleur indépendant. Alors comment faire? Eh bien, regardez toutes les vidéos de cette chaîne. Pratiquement dans toutes les vidéos, on n'arrête pas de dire que la face concrète, palpable de la spiritualité, c'est ce qu'on appelle vulgairement la créativité. C'est ça la spiritualité. Mais alors, c'est quoi la créativité quand on parle du monde de travail et de la vie professionnelle? En gros, pour être créatif dans son boulot, il y a deux solutions. La première solution, c'est de rester salarié, mais en devenant, bien sûr, créatif dans son métier de salarié. Et de cette manière, on peut utiliser la sécurité matérielle du statut de salarié pour introduire de la créativité dans son travail. On va développer cette première solution, surtout dans cette vidéo, vous allez en savoir un peu plus tard. Mais il y a aussi une deuxième solution qui ne consiste pas à rester salarié. Cette deuxième solution, c'est la plus radicale, mais la plus efficace, et aussi par contre la plus risquée, c'est de quitter le monde salariat et de créer une affaire ou une entreprise, et pas n'importe quelle entreprise ou affaire. En fait, il s'agit de créer un système qui a des pattes pour marcher, c'est-à-dire une affaire qui est capable de marcher sans vous. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Il y aura une prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat. Et sachez juste que
le statut qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire tout ce qui est freelance, indépendant, auto-entrepreneur, tout ça, ça n'a rien à voir avec le métier de l'entrepreneur. Ce sont des choses complètement différentes. Pourquoi ? Parce que un travailleur indépendant gagne de l'argent en vendant son temps. Un entrepreneur, il crée un patrimoine et c'est ce patrimoine qui lui rapporte de l'argent. Notre prochaine vidéo sera entièrement consacrée à l'entrepreneuriat, on va en parler. Donc là, dans la suite de cette vidéo, je vais vous parler de la première solution qui consiste à rester salarié mais sous certaines conditions. Donc là, je vais vous expliquer comment allier spiritualité et vie professionnelle tout en restant salarié et à développer sa créativité en tant que salarié. D'abord, la première objection, c'est que vous pouvez me dire, bah non, moi j'ai pas un profil créatif, je fais ce qu'on me dit et je veux surtout pas être emmerdé, je veux rentrer chez moi à 17h30, je veux passer des vacances tranquilles. Très bien, à ce moment-là, mettez cette vidéo sur stop et ne venez plus sur cette chaîne. Enfin, la spiritualité, c'est pas pour vous. Voilà. Ensuite, si vous restez salarié et que vous avez un penchant spirituel, comment faire alors pour devenir créatif dans ce que vous faites ? C'est-à-dire comment incarner votre esprit dans votre production de tous les jours. C'est ça la spiritualité. Bon, après tout, beaucoup de gens travaillent dans des environnements qui, a priori, laissent très peu de marge de manœuvre et qui sont complètement aliénants. Par exemple, si vous travaillez en tant que serveur chez McDo, bah, ça va être chaud pour être créatif. Donc, toutes les entreprises ne sont pas éligibles à un travail créatif. Alors, quel type d'entreprise viser d'abord ? Sachez d'abord que ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une start-up que vous êtes dans un environnement créatif. Ce n'est pas vrai. Une start-up peut être très aliénante et une très grande entreprise peut être très accueillante pour les profils créatifs, contrairement à ce qu'on croit. En fait, les environnements propices à la créativité sont des environnements où l'activité est en plein développement. Ce sont des boîtes qui se développent, petites ou grandes, peu importe. Pourquoi ? Parce que la créativité, ou autrement dit la vie, la conscience, la spiritualité, tous les sujets dont on parle sur cette chaîne, c'est quoi tout ça ? C'est une affaire de profusion. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la vie en fait. La créativité, c'est la conscience, c'est la vie. Et une entreprise qui est en plein développement est forcément un endroit où les esprits créatifs sont les bienvenus, quel que soit leur métier et leur niveau. Et alors, c'est quoi une entreprise en développement ? Eh bien, il y a deux indicateurs pour savoir si une entreprise est en développement ou pas. Les deux indicateurs sont le chiffre d'affaires et le résultat net de l'entreprise. L'entreprise idéale pour les gens créatifs est une entreprise où le chiffre d'affaires augmente et le résultat net diminue. Vous voyez, c'est un peu contre-intuitif. Ça veut dire que quand le chiffre d'affaires augmente et que le résultat net diminue, ça veut dire que c'est une entreprise où l'activité augmente et en même temps les investissements augmentent aussi. Un résultat net qui diminue veut dire que l'entreprise est en train d'investir, quand le chiffre d'affaires monte bien sûr. Vous voyez ? Ça veut dire que le chiffre d'affaires qui est généré est réinjecté dans l'entreprise. Mais il y a aussi les entreprises dont le chiffre d'affaires monte avec le résultat net, qui augmente aussi. Ce type d'entreprise peut aussi être éligible, mais le problème c'est que si le résultat net de l'entreprise augmente, ça veut dire que le développement et la créativité sont déjà un peu derrière, vous voyez, et que l'entreprise est en train de commencer à tirer sur une vache à lait quelque part, vous voyez. Alors, à contrario, quelles sont les entreprises à éviter ? Les entreprises à éviter pour les gens créatifs sont des entreprises où le chiffre d'affaires baisse, quel que soit le résultat. Vous voyez, le résultat augmente, le résultat baisse, peu importe. Quand le chiffre d'affaires baisse, ça pue. Et c'est pas bon signe. Ça veut dire que le volume d'activité baisse et qu'on a plus besoin de gestionnaires ou de vendeurs, vous voyez, ce type de profil, que de gens créatifs. Alors, comment connaître les chiffres d'affaires et les résultats d'une entreprise sur plusieurs années ? Allez sur le site société.com, le lien est en dessous de cette vidéo, et tapez le nom de l'entreprise, l'entreprise que vous ciblez. Vous trouverez ces deux indicateurs dans le compte de résultats de l'entreprise. Il y a un document sur société.com, vous tapez le nom de l'entreprise, il y a des documents qui s'affichent, il y en a un qui s'appelle compte de résultats. C'est là-dedans que vous allez trouver le chiffre d'affaires et le compte de résultats. Le chiffre d'affaires est en haut du document, le résultat net est en bas du document. Donc voilà pour le type d'entreprise éligible pour les gens créatifs.
Alors, comment faire pour entrer dans ces entreprises? Alors là, ça, je sais pas, démerdez-vous, soyez créatifs justement. Mais plus sérieusement, généralement, ce sont des entreprises qui embauchent pas mal. Si vous avez un profil créatif et démerdard, il y a des places à prendre quand même. Sinon, il n'y a pas que les entreprises. Il y a aussi le service public ou les associations. Disons que tous les services publics ou associatifs où vous n'êtes pas dans la gestion ou l'administration ou la protection comme l'armée, les pompiers, tout ça. Donc, mis à part la gestion et l'administration, le service public est un endroit formidable pour allier spiritualité et vie active. Par exemple, les métiers de prof, les métiers de santé, les métiers d'animation, d'entraide, bref, là où le contact humain est direct, vous pouvez exercer votre créativité, c'est open bar, vous pouvez y aller. Par contre, en contrepartie de tout ça, c'est que c'est vraiment épuisant. Parce que c'est un type de boulot qui est vraiment c'est un sacerdoce en fait. Allez regarder les infirmiers ou les profs, comment ils triment, c'est vraiment difficile. Ce sont des environnements très complexes et difficiles. Mais bon, pourquoi pas? Il y a de quoi boire et manger si vous êtes créatif. Alors, imaginons maintenant que vous soyez dans ce genre d'environnement créatif. Comment vous allez faire concrètement pour créer des trucs, pour vous projeter dans votre métier, pour apporter quelque chose aux autres et à vous-même? Comment concrètement vous allez faire? Eh bien, pour être créatif dans votre boulot, il y a deux conditions. Il y a une condition intérieure à vous-même, une condition dans votre tête, on va dire, et une condition extérieure au niveau de l'organisation. La condition intérieure pour être créatif dans votre boulot est de ne pas vous lancer dans la créativité comme ça, juste pour votre gueule, en fait, pour briller, pour vous démarquer, pour faire l'intéressant. Bref, si la motivation de votre créativité vient de votre ego, ça ne va pas marcher. Vous allez vous casser la gueule parce que ça va se voir. Vous passerez pour un imposteur tôt ou tard. Il faut des actes et des pensées créatifs qui apportent un résultat concret à des gens. Et en fait, comment vous pouvez savoir si vous êtes dans une activité créative? C'est assez simple de vérifier. Mettez sur un bout de papier votre projet. Si vous arrivez à rédiger une phrase de style « j'apporte tel résultat concret pour tel besoin concret », alors ça devrait le faire. Mais si vous dites je veux inventer un site web équitable qui fasse papa-maman, relié sur Facebook et protégeant la couche d'ozone, tout ça c'est de la merde. Vous voyez, là vous allez tomber dans un piège. Le piège, c'est pas de dire ce que vous allez faire et comment vous allez faire, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est de décrire pourquoi vous allez faire telle chose en une seule phrase. Vous voyez, c'est à la fois simple et à la fois compliqué, mais il faut être capable de rédiger une phrase sur la raison d'être de votre projet. Ensuite, une fois que vous avez une idée ou plus exactement une promesse pour des gens, pas pour vous-même encore une fois, il faut respecter une autre condition qui est une condition extérieure à vous-même, une condition au niveau de l'organisation. Il faut que vous soyez dans une situation où vous avez le droit à l'erreur. Si vous n'avez pas le droit à l'erreur, si vous n'avez pas le droit à faire des essais successifs, c'est mort. Si l'organisation ne vous donne pas le droit de vous planter, alors c'est malheureusement fini. Au niveau créatif, ça va être très chaud, c'est presque impossible. Pourquoi? Parce qu'en gros, dans le monde du travail, ce qu'on demande aux gens, c'est de produire des résultats. Alors que si vous voulez être créatif, il faut se mettre d'accord avec votre hiérarchie, qui a quand même un risque d'échec, que vous allez peut-être perdre du temps ou de l'argent, vous voyez, c'est pas évident. Si le management est d'accord, alors c'est bon. S'ils ne sont pas d'accord sur ce principe de droit à l'erreur, alors ça va pratiquement pas être possible. Voilà, ça c'était la première partie de notre vidéo sur le travail, le salaire et la spiritualité, et sur concernant le salariat. Vous voyez, les salariats ou des gens qui sont indépendants, tout ça c'est grosso modo la même chose. Il y a un seuil à franchir si vous voulez vraiment devenir créatif et vraiment incarner votre spiritualité dans votre job, c'est de créer une entreprise. Ça, c'est une solution radicale. C'est pas simple. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un métier. Vous voyez, c'est pas évident. Alors que le discours ambiant fait croire aux gens que il suffit de prendre un statut. Tiens, toi, t'es un bon, t'as du courage. Tiens, t'as des idées. Vas-y, prends un statut. Tu vas être auto-entrepreneur. Tu vas gagner de la thune. Tu vas voir, c'est sympa. C'est vraiment pas ça. Regardez, il y a personne qui
n'imagine devenir médecin ou avocat du jour au lendemain. Vous voyez, c'est pas possible. Ça vous passerait même pas à la tête, enfin, ce genre d'idée. Pourtant, il y a des tas de gens qui croient pouvoir devenir entrepreneur du jour au lendemain en prenant un statut. Vous voyez, c'est aussi con que de vouloir devenir médecin du jour au lendemain. L'entrepreneuriat, eh bien, c'est un métier, ça s'apprend. Il y a des choses à apprendre pour devenir entrepreneur. Par exemple, la première chose à apprendre, c'est votre rapport à l'argent. Comment vous gérez l'argent. Vous allez voir que quand on parle de l'argent, il y a des neurones qui manquent. Vous voyez, il y a des connexions dans la tête qui manquent. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire l'argent. Donc la première chose, c'est ça. Il y a des tas de choses à régler avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça sera le sujet de la vidéo qui va suivre et qui sera un peu plus détaillée que cette vidéo-là. Pourquoi ? Parce que bon, c'est quand même la voie royale vers la spiritualité dans le monde du travail, hein, l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. Vous voyez, d'ailleurs, ça porte le nom, hein, création d'entreprise. On est dans du travail créatif, au même titre qu'un peintre qui crée un tableau, un philosophe qui crée un concept, ou un écrivain qui crée un livre. C'est un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui va créer une entreprise. Son œuvre, ça sera une entreprise qui va tourner, qui a des pattes et qui va tourner sans lui en fait. On va vous expliquer tout ça dans le détail quand on va parler de ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, donc cette première vidéo est maintenant terminée. Donc on peut dire encore plein de choses sur ce sujet-là. J'ai esquissé les grandes lignes, je dirais, du travail, salariat et les quelques possibilités qu'il y a hein, pour mettre un peu de spiritualité là-dedans. Mais le gros du sujet, ça sera la prochaine vidéo avec la vie entrepreneuriale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat.